Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle vidéo sur le thème des ETF. Donc aujourd'hui, je vais revoir une liste d'articles du Wall Street Journal depuis la semaine dernière jusqu'à aujourd'hui, donc rapidement, pour identifier en fait quel est le trend au niveau du marché américain. Est-ce que le trend il est positif? Est-ce qu'il est plutôt négatif? Donc on va voir ça aujourd'hui. Ensuite, en direct, je vais sélectionner des ETF, notamment en prenant en analyse l'analyse du Wall Street Journal en considération. Et du coup, je vais investir sur des ETF qui sont justement représentatifs de l'analyse du Wall Street Journal. Et puis, bien entendu, je vais rentrer dans le détail de ces ETF. Donc, j'en ai sélectionné 3. Je vais les comparer. Et puis, en direct, donc, je vais investir sur ces ETF. Et puis, l'idée, ce sera sur le long terme de voir si l'analyse du Wall Street Journal était correcte ou pas. Donc ça, on le verra non pas dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, mais plutôt dans les prochains mois, voire dans les prochains 10-15 mois. Voilà, donc je commence avec un article du Wall Street Journal. Donc là, je suis sur la version payante du Wall Street Journal. Donc article du 28 mars. Donc c'était pratiquement, allez, il y a pratiquement une semaine. Donc il y a une semaine et un jour. Donc que disait le Wall Street Journal? Donc c'est en anglais, donc je vais traduire. Donc il y a une semaine, le Wall Street Journal disait que le S&P, en fait, il clinch best start depuis l'année 2019. Donc en fait, il disait que le S&P 500 avait commencé la meilleure année depuis 2019. Et hopes that the Fed will cut the rate. Et du coup, en fait, il espère que la Fed, donc la Banque fédérale aux US, coupera, en fait, réduira les taux, parce qu'aujourd'hui les taux ils sont quand même hauts, et du coup réduira les taux pour encourager les investisseurs à investir davantage. Donc aujourd'hui il y a un momentum, il y a les investisseurs qui pensaient, on va voir les articles d'après, mais grosso modo quand les taux baissent, les investisseurs sont attirés par la bourse. Pourquoi? Pour avoir des taux, des rentabilités supérieures, alors que lorsque les taux baissent, bah forcément les obligations ne sont plus attractives, donc ils veulent atteindre le marché financier pour justement récupérer ces taux. Et bien entendu, donc il y a des bienfaits sur la possibilité d'emprunter, d'investir dans l'économie. Donc voilà, il y a des intérêts particuliers. Et bien entendu, quand on réduit les taux, l'impact, c'est une augmentation de l'inflation. Donc c'est pour ça qu'en général, les banques, les Fed, la BCE, etc., ils augmentent les taux. C'est pour éviter que l'inflation soit incontrôlée. Donc que dit l'article? Many investors has high hope going in 2024. Ok, donc les investisseurs ont de grosses espérances sur 2024. Le marché est robuste sur le premier quarter. Ok, everything from stock to Bitcoin. Donc ce qu'il dit, c'est que tout grosso modo au niveau des stocks, donc c'est les actions jusqu'au Bitcoin, jusqu'à l'or. Donc tout a atteint des nouveaux records, et le S&P a gagné donc 10% sur le premier quarter. Donc quarter, c'est les premiers 4 mois. It's best start, donc meilleur démarrage de l'année depuis 2019. Et du coup, ils disent que ce n'est pas juste un groupe de méga cap tech stock, donc les grosses startups. Ils disent que ça, les grosses compagnies genre Meta, Facebook, Google, etc., ils disent que ça concerne toutes les entreprises. Toutes les entreprises qui sont représentatives de 11 secteurs du S&P 500. Donc même le Russell 2000 qui contient 2000 entreprises, il a augmenté de 4%. Ok, donc là les news elles sont plutôt positives. Si on regarde l'index performance ici, on voit que le S&P, Nasdaq Composite, Dow Jones, depuis janvier 2024, a pris plus de pratiquement 10% pour le S&P Nasdaq et 5% pour le Dow Jones. Donc Dow Jones c'est beaucoup plus gros, ça contient plus d'entreprises que par exemple le S&P. Donc c'est un plus gros paquebot à bouger, mais voilà, dans tous les cas c'est positif. Donc the economy continue to defy expectation, donc ça veut dire que l'économie elle continue de défier toutes les attentes, donc ça c'est plutôt bon signe. Encore là donc on a Jeff Kilburg, chef exécutif et founder de KKM Financial. Il dit my cautious optimism going into the underestimate the potential. Ok, donc pour lui on va dire entre guillemets le risque entre guillemets pour lui avait été de sous-estimer le power, donc la puissance du momentum. Donc là aujourd'hui on voit que clairement, en tout cas par rapport à l'article
de mars 2028, le momentum il est présent. Donc toutes les compagnies du S&P 500 ont gagné 9 trillions en market value depuis octobre. Donc encore une fois, nouvelle positive. Donc les investisseurs came into the ok. Ok, donc les investisseurs, ils sont venus en 2024, ok. Ok, donc là, en fait, il parle des 7 magnifiques. Donc les 7 magnifiques, c'est quoi? C'est les 7 plus grosses capitalisations tech aux US. Donc si je rentre dans le détail ici des 7 magnifiques, on a donc Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, si on compare, par exemple, sur la pondération du MSCI de ces entreprises par rapport au pays, on voit que Apple est pratiquement, bon, elle surpasse la France, mais on voit que Apple, elle est pratiquement à deux doigts de dépasser le Japon. Donc voilà, on a des entreprises qui sont extrêmement puissantes. Donc on a Microsoft qui, au niveau de la pondération, elle dépasse la France. Donc voilà, c'est magnifique. Donc entreprise uniquement technologique. Donc avant on avait les GAFAM, maintenant on a plus Netflix dans la boucle, mais bon on a Nvidia et du coup maintenant on a 7 compagnies. Ok, donc je reviens à l'article. Donc le S&P 500 is weighed by market value. Those companies are highly influential. Ok, donc effectivement ce qu'ils disent c'est que les entreprises qui font partie du 7 magnifique, en fait c'est effectivement les entreprises qui ont une plus grosse influence sur l'indice du S&P 500. Donc quand ces entreprises vont bien, elles tirent l'indice du S&P 500 vers le haut. Quand elles vont mal, elles tirent l'indice du S&P 500 tout simplement vers le bas. Ok, donc ce qu'on voit, donc ok, bon là on voit bullish sentiment among fund managers. Ok, donc les fonds managers ils ont un sentiment plutôt bullish, donc c'est-à-dire vers un trend positif des marchés, donc qui a atteint le niveau le plus haut depuis le début des années 2022, according to, donc en se basant sur une survey, c'est-à-dire une enquête un sondage mensuel de la Bank of America. Consumer are still paying briefly, ok. Ok, donc le taux de chômage il est toujours sous les 4%. On verra dans l'article d'aujourd'hui que aux États-Unis, là, les chiffres de l'emploi qui viennent de sortir, elles sont plutôt positives. Donc il y a encore moins de chômeurs aux États-Unis. Donc il y a de plus en plus de gens qui travaillent. Et du coup, ce qui veut dire qu'ils ont un pouvoir de consommer. Et quand la consommation est bonne, les entreprises, en fait, elles peuvent vendre leurs produits et générer du chiffre d'affaires. Fed share, believe, ok. Ok, donc Jérôme Powell, c'est le patron de la Banque fédérale. Ok, donc là, ce qu'il dit, c'est que les investisseurs aux États-Unis, ils s'attendent à ce que Jérôme Powell, en fait, baisse les taux d'intérêt cette année en 2024. Six times. Ok, donc ils pensent même qu'ils vont baisser les taux 6 fois, dont 6 fois en 2024. Donc c'est une bonne news. Et également aussi la news intéressante là, c'est que historiquement, donc ils sont montés jusqu'en 1950 et ils disent que historiquement, quand le marché a commencé, on va dire positivement sur le premier quarter, dans 94% du temps, en fait, il y a une évolution positive entre 8 et 9,7%. Donc ça, c'est des statistiques depuis... Voilà, après, c'est des statistiques de données historiques depuis 1950. Bon, bien entendu, les données historiques ne présagent pas des futures performances. Mais bon, en général, c'est une information intéressante. Également, ils parlent des élections présidentielles. Donc cette année, aux États-Unis, il y aura les élections présidentielles. Et ils disent que depuis 1950, le S&P, en fait, il a toujours été en augmentation dans 80% des cas avec une moyenne de gain de 7,3% dans l'année des élections présidentielles. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok, donc là ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que les analyses, ils pensent que le S&P 500... Grosse, ok.
Bon, il pense que le profit pour un project to rise, ok. Il pense avoir une projection de croissance de 3% par rapport à la précédente année. Ok, et donc pour l'année, pour toute cette année-là, 2024, il pense que les analyses espèrent une earning growth, donc une croissance de 11%. Donc là, grosso modo, si je me base entre le pire des scénarios, 8%, allez, entre 10% ici et 11%, ok, donc ça fait pas mal, c'est toujours mieux que 3% du livret A, quoi. Ok, et bien sûr, là, ils disent que les actions, ils peuvent être surévaluées si les entreprises, elles ne performent pas au niveau des profits. Bon, ça, c'est le price earning ratio, ok. Ok, et là, du coup, on a une dernière information. Chef investissement research nationwide believes the momentum in market are strong. Ok, donc strong momentum sur l'économie, ok, qui carry le S&P 500. Ok, donc là on a pas mal de news intéressantes. Non seulement donc premier quarter positif, on a des stats qui disent que quand le premier quarter il commence positivement, bah, toute l'année elle est positive. Et on a également une autre stat qui dit que en année d'élection présidentielle, donc ce qui va arriver aux États-Unis cette année, on a un marché en hausse. Et en plus, effectivement, on avait vu sur les dernières, euh, lorsque, lorsque Trump avait été président de la République aux US, on avait vu qu'effectivement le marché il était en explosion positive sur les stocks. Donc à voir si les gens ils n'ont pas effectivement cette attente-là. Donc là, on a un autre article, mars 2028, qui dit que le S&P Rise, donc il a battu un nouveau record. Ok, donc là, on est toujours sur les informations de la semaine dernière, hein. S&P Rose Thursday. Donc Thursday, c'était quand? Là, on était le 28 toujours. Ok. Donc meilleure quarter performance depuis 2019. Ok. Ok. Donc trend positif. Économie résiliente. Exciting à propos de l'intelligence artificielle. Et surtout, les investisseurs, là, ils ont une grosse attente sur la réduction des taux par la Fed, toujours. Voilà, S&P up de 10%. Voilà, la consommation, elle a augmenté avec un niveau intéressant. Ok, depuis 3 ans, en se basant sur un sondage de l'Université du Michigan. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Donc là, par rapport au stock, on a Walgreens. Donc Walgreens, ok, Boost Alliance, plus 2%. Tout ce qui est pharmacie, fourniture, retailer RH. Donc RH, je crois que c'est Restoration Hardware. Donc c'est tout ce qui est fourniture de maison. Ok, donc là on voit qu'il y a une consommation en hausse. 17% pour RH, Walgreens 3% et AMC plus. Ok, 14%. Bon, AMC, je crois qu'ils étaient en Chapter 11, ils étaient à deux doigts de faire faillite pendant le Covid. Ok, donc là encore une fois, on a des news intéressantes. Ok, donc là maintenant, on est passé de news intéressantes le 28. Donc le 28, c'était la semaine dernière, du coup, je suis passé à il y a 2 jours. Il y a 2 jours, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que le S&P, en fait, il a perdu 2 jours de gains. Pourquoi? Parce que on voit que la semaine dernière, en fait, il y avait des investisseurs qui avaient de fortes attentes sur la réduction des taux par par la Banque fédérale. Et en fait, Jérôme Powell, qui est le patron de la Banque fédérale, la Fed, hier, il a annoncé qu'il n'allait pas cuter les taux maintenant. Donc du coup, forcément, les investisseurs, ils ont été déçus, donc ils ont vendu les actions. Et qu'est-ce qui s'est passé hier? On a le S&P en fait qui a tout simplement depuis mercredi en fait qui a baissé, hein. Il a baissé, voilà, les investisseurs ont été déçus. Ok, Nasdaq Composite, il a gagné 0,2%, alors que le Dow Jones, slip 83 points, ok.
Ok, bon, il y a une baisse, mais à la fin, c'est resté flat, quoi. Donc voilà, entre le 2 et le 4, on a une baisse S&P, Nasdaq, Dow. Ok, donc ce qu'il dit, c'est que si les taux d'intérêt, en fait, ils continuent à rester sur cette trajectoire, il pense que le Nasdaq, en fait, les actions du Nasdaq vont probablement baisser. Voilà, encore une fois, donc là on est le 4 maintenant, tout à l'heure on était sur un article du 3, donc le 4, qu'est-ce qu'on voit? On voit que bah, effectivement le trend de baisse du Nasdaq, S&P, Dow Jones continue. Donc tous les stocks de mercredi ont baissé par rapport justement aux annonces de la Banque fédérale sur le fait qu'ils n'allaient pas cuter les taux. Ok, donc là en fait ils ont en mars, la banque elle avait confirmé, la Fed, donc elle avait confirmé qu'elle allait cuter, donc réduire les taux 3 fois cette année. Mais du coup voilà, ce qu'il dit c'est que là aujourd'hui l'économie US elle est forte. Euh, Consommation, taux d'emploi qui est bon. Donc aujourd'hui, ils ne voient pas euh, voilà, ils ne pensent pas que ça va arriver là, prochainement. Ok. Et là, du coup, la question qui se pose, c'est combien de réductions de taux d'intérêt il y aura et surtout si l'inflation va redescendre ou pas. Parce que le problème qu'on baisse les taux, c'est que les gens ils peuvent avoir en fait accès à de l'argent euh, bah, à faible taux d'intérêt. Donc ils ont accès au capital, ils vont acheter beaucoup de produits. Et du coup, qui dit acheter beaucoup de produits dit en fait les chaînes logistiques et la demande, l'offre de ces produits qui réduit. Et du coup, on a une demande en hausse. Et en général, quand on a une faible offre et une forte demande, on a les prix qui augmentent. Et du coup, on a une inflation qui augmente. Ce qui s'est passé par exemple notamment pendant le Covid, on avait les chaînes logistiques qui étaient impactées, du coup on avait beaucoup d'acheteurs pour peu de produits et du coup on avait des prix qui augmentaient, sachant qu'on avait pendant le Covid des taux bas et en plus de ça aux États-Unis on avait les Américains qui touchaient des stimulus checks, donc ils avaient beaucoup d'argent et qu'ils investissaient notamment dans les marchés, dans de la crypto, etc. Et du coup c'est pour ça qu'on avait les taux qui étaient, les prix de ces instruments et de ces actifs qui étaient chers. Ok, donc là, en fait, là, je suis sur une dernière news du Wall Street Journal. Ça date d'il y a 16 heures, sur le live, là, toujours de Wall Street. Ok, donc ils disent que les investisseurs, en fait, ils ont un peu enlevé leurs yeux des stocks indices et que jeudi, donc jeudi matin, en fait, ils avaient un choc quand ils ont after the close. Donc ils ont eu un choc en voyant la baisse des indices après le close, c'est-à-dire la fermeture du marché. Donc le Tech Heavy Nasdaq Composite suffer similar performance decline. Ok. Donc il y a une déclinaison, une baisse du Nasdaq Composite et du S&P. Ok. Et du coup Minneapolis Fed président, donc le président de la Fed du Minneapolis. Ok, donc il dit que lui, il pense que la banque centrale, elle ne va pas cuter les taux si l'inflation. Ok, ok, donc grosso modo, si l'inflation est là, il n'y aura pas de réduction de taux. Ok, donc là, voilà, bon, news, début de semaine dernière, on avait des news intéressantes. Là, vers la fin de semaine, on a des news qui sont moins intéressantes. Ok, donc là, encore une fois, on est sur le 4 avril. Donc S&P qui a chuté de 1,2%. On a ici, on a le contract for US Rose, Friday after S&P and Nasdaq, index both fell overnight. Donc S&P, donc on a des contrats en hausse pour les stocks US, donc les actions US. Et effectivement, dans la nuit de jeudi à vendredi, on a les indices, donc S&P, Nasdaq, qui ont chuté. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu. Ok, donc maintenant on est sur l'article du 5 avril. Qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait là également on a une news qui est un peu plus intéressante. Donc on est passé de momentum
où tous les investisseurs voulaient acheter des actions donc la semaine dernière parce qu'ils pensaient que les taux d'intérêt allaient être réduits. Il y a une déception, donc les actions en fait elles ont chuté parce que les investisseurs ont été déçus, donc ils ont vendu. Et là on a une news intéressante, c'est que donc du coup on a la US Economy qui a inclus 303 000 jobs en mars, donc plus 303 créations d'emplois, donc c'est bon, hein. Qui dit création d'emplois dit travailleurs, consommateurs, c'est bon pour les entreprises parce qu'elles vont pouvoir vendre leurs produits, et puis c'est des personnes qui auront également des fonds pour non seulement consommer mais également investir dans l'économie. Donc ça c'est intéressant. Donc voilà, moi je suis bullish toujours, même si il y a des petites news comme ça qui peuvent arriver, qui peuvent influencer les investisseurs à acheter et vendre. Moi je suis plutôt en stratégie long terme. Donc là ce que je vais faire, c'est que j'ai sélectionné 3 ETF. Donc, et du coup on verra plus tard si le Wall Street Journal a raison, notamment sur 2 points. Donc le premier point, c'est quand le premier quarter de l'année, donc le quarter je crois que c'est le trimestre, donc le premier trimestre commence en positif, c'est-à-dire que toute l'année elle va finir en positif, donc ça on verra à la fin de l'année. Et le deuxième point, c'est en période d'élection présidentielle aux États-Unis, on a le stock market, donc le marché action qui finit en performance positive, je crois qu'on avait vu 9,7%. Ok, donc 2 news positives, on va dire 2 stats positives, bien entendu les données historiques. Quand on fait des backtests et tout, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Il y a d'autres paramètres de l'inflation, de la démographie, de tout ce qui est paramètres énergie qui peuvent entrer en compte. Mais là, je n'ai pas pris en compte ces paramètres. Donc là, j'ai sélectionné 3 ETF. Donc le premier ETF, en fait, j'en ai sélectionné 3. Donc le premier que normalement tu connais, c'est QQQ. Donc c'est l'indice. Donc ça c'est l'ETF qui va suivre l'indice du Nasdaq. On a un autre ETF qui s'appelle VGT, donc Vanguard, je crois que c'est Information Technology. Donc celui-là c'est un ETF à sous-jacent technologique. Donc effectivement on a des compagnies du Nasdaq qui font partie du VGT. La seule différence entre le QQQ et le VGT, c'est que le VGT en fait il a une surconcentration de valeurs technologiques. Donc la pondération de certaines valeurs technologiques, tout à l'heure on parlait des 7 magnifiques, elle va être supérieure dans le VGT. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui là on voit les 7 magnifiques qui performent, et quand elles performent, vu qu'on a une surconcentration dans le VGT, on voit que le VGT en fait surperforme celui du Nasdaq. Et du coup là le troisième ETF c'est le VOO, donc c'est tout simplement l'ETF de Vanguard du S&P 500. Donc, en général, quand on a un ETF avec un V en première lettre, donc VOO, VGT, donc ce sont des ETF de Vanguard. Et quand on a par exemple un ETF comme QQQ, donc ça c'est l'émetteur, c'est Invesco. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais juste rentrer dans l'ETF Invesco pour voir quels sont les 10 holdings, donc les plus grosses détentions d'actions dans cet ETF. Donc le premier, on a Microsoft à hauteur de 8%. Ensuite, en numéro 2, on a Apple 7%, Nvidia 6%, Amazon 5,32%, Meta 4%. Ensuite, on a Alphabet, donc c'est Google, et on a Tesla. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a les 7 magnifiques ici. Ensuite, on a les deux ici. Là, je suis sur le site de Vanguard. J'ai sélectionné les 2 ETF que je veux comparer. Donc le premier, c'est VOO, donc S&P 500, et le deuxième, c'est VGT. Quelle est la différence? Bon, ok, on a une différence au niveau des frais. Ok, bon, ça reste toujours acceptable entre 0,03 et 0,10. Et voilà, au niveau de la détention, donc VOO, on a Microsoft en top 1, Apple, Nvidia, sur le VOO, on a Amazon en 4, alors que sur le VGT, on a Broadcom. En 5, on a Meta, alors qu'ici, on a AMD, donc AMD, c'est les semi-conducteurs. Alphabet, ici, on a Salesforce, donc Salesforce, c'est un CRM. Berkshire Hathaway, donc c'est la boîte de Warren Buffett. Ici, on a Adobe. Ok, Alphabet, donc c'est Google. Ici, on a Accenture. Eli Lilly, c'est tout ce qui est boîte de tout ce qui est pharmacologie. Ici, on a Cisco, c'est tout ce qui est réseau, technologie. Broadcom. Ok. Donc ici, sur les 10 premières détentions de VGT, on a une pondération à 60%. Ici, sur les 10 premières holdings, donc détention, on a une pondération à 32%. Donc, grosso modo, VGT, sur les 10 premières
détention de boîte, on a une pondération qui est 2 fois supérieure à VOO. Donc effectivement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, on a une surconcentration de valeurs technologiques, donc 2 fois supérieure à l'ETF VOO dans VGT. Ok, donc c'est parti. Donc je vais investir dans les 3 ETF. Donc là, donc moi j'utilise toujours Webull, hein. J'ai fait un dépôt tout à l'heure, donc j'ai mis 82 205. Donc ça doit faire, on va regarder, ça doit faire, je crois, 10 500 euros, je crois. 10 500. Donc 82 205. Je crois que je suis en HKD ici. Si je vais le mettre en euros, 82 205. Donc ouais, là je vais commencer, je vais rentrer, je vais rentrer 2 fois. Donc là, dans un premier temps, je vais rentrer avec cette somme. Donc voilà, là on est pratiquement à 9 600 euros. Si je mets en USD, parce que là le USD, ouais, on est à 10 500 dollars US. Ok, 10 500 dollars US. Donc là, je suis toujours en processing ou quoi? Parce que tout à l'heure, j'ai déposé. Là, j'étais en pending. Tout à l'heure, je crois que c'est passé en processing. Là, on va voir, il faut juste que mon virement il soit accepté. Ok, donc là, c'est complété. Là, on est donc le 5 avril, 22h. Donc à 22h36 Hong Kong time, donc 10h36, j'ai fait le virement du coup de 10 500 US. Ok, donc c'est parti. Moi, j'utilise le Webull comme d'hab. Je suis à Hong Kong. Ok, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais... Ok, donc comment je vais répartir mes achats? Donc je vais prendre le VGT ici. Je vais commencer avec le VGT, je vais en prendre 7. Donc le VGT, on est là, je vais en prendre 7. Ok, VGT. Vente gain technologie. On est à combien? On est à 517. Ok, donc j'ai pris 2 dollars par rapport à tout à l'heure. Donc là, je vais en prendre 7 par rapport à ça. Donc, grosso modo, j'en ai pour, donc limite, je vais en prendre 7. Donc là, je mets toujours mettre des limites price pour pas se faire avoir sur les gaps, aussi au baissier. Ok, donc j'en prends 7. Ok, bye. Ah ok, je sais pourquoi je fais pas buy. En fait, il faut juste que je convertisse mes fonds. Currency exchange. Donc en fait, vu que j'ai déposé en compte $, faut que je convertisse en USD en fait. Ok, donc là on a le taux, je vais tout changer. Donc là mes 96, ouais, ça me fait auto 10 468 dollars. Ok. Ok, voilà, donc là au niveau de mon cash power, je devrais avoir... Hong Kong for US, ok. Bon, ça met du temps à arriver. Ok, c'est là. Donc là, j'ai bien les 10 500 USD. Ok, donc là, je vais y aller. J'en voulais 7. Donc 7. Limit price. Ok, c'est parti.
Ok, donc j'en ai 7, quantité 7, 516, ok. Transaction fees, ok, bye. Ok, donc là j'ai mon order, il est là, mon ordre, donc buy 7. Je vais juste étendre un peu comme ça pour qu'on voit mieux. Ok, donc buy, limite. Et là j'en ai eu pour... J'en ai eu pour 3600 $. Ok, ouais, c'est le prix. Donc le deuxième, c'est le VOO. VO, Vanguard. Celui-là, je vais en prendre 7 également. VO, ok. 7. Et celui-là, on est à 32. 30. 7. Ok, buy 7, 475, 30. Ok, c'est parti. Ok, on a mon deuxième ordre qui est là, donc j'en ai pris 7 et 7. 3300 $. Ok, c'est bon. Et du coup, je vais prendre le QQQ, donc c'est le Nasdaq. Hop là. Et celui-là, je vais en prendre 8. 86. 8. C'est parti. Bye. Ok, donc là je viens d'avoir le Nasdaq exécuté, très bonne liquidité sur cet instrument. Ok, et les autres j'ai pas encore été exécuté. Hein. Donc là par contre si je vais dans mes positions, donc là j'ai acheté du On Race Game. Ok, donc j'ai acheté du VGT ici, VOO et du QQQ ici. Donc bien entendu, hein, comme par exemple tout à l'heure j'étais sur le QQQ, je crois que j'étais à plus de 20% de hausse. Donc bien entendu, là vu qu'on est haut, par exemple sur le VOO, là on est par exemple je suis à plus 38%. Là donc VGT je suis à plus 38%, VO je suis à plus 29%. Donc comme effectivement entre la dernière fois où j'ai acheté et le moment où j'achète là maintenant, bah forcément mon average price en fait il va augmenter. Hein. Parce qu'avant quand j'étais rentré en fait j'étais rentré moins cher. Ici l'average price, donc j'étais rentré à 300. Ici sur le VO j'étais rentré à 365. Bah, vu que là on est sur des positions qui sont légèrement supérieures au niveau du prix, bah forcément mon average price en fait il va augmenter. Hein. Mais bon, c'est pas grave. L'idée, c'est de voir sur le long terme ce que ça va donner. Donc là, il me semble que la dernière fois que j'ai fait une revue de portefeuille, j'étais à 29%. Donc là, je suis à 24%. Et puis, on verra ce que ça va donner lorsque mes positions seront acceptées. Voilà, donc là, j'ai toujours 2 positions ouvertes. Elles n'ont pas encore été exécutées. Alors, VOO, on en est où? Pourquoi j'ai pas été exécuté? VOO, ouais, il a pris un peu. Bon, je vais juste modifier l'ordre pour que je sois exécuté lors de cette vidéo. 36. Normalement, là, je devrais exécuter. Ok. Voilà. Ah ouais, c'est en hausse en fait. Ok, VOO exécuté. Et là, du coup, le VGT. VGT, on est à 517. Ouais, c'est en hausse. Là, je vais juste modifier également pour... En temps normal, j'aurais juste attendu à que ça rebaisse. Mais bon, là, pour que la vidéo se fasse le plus rapidement possible. Ok, donc là, j'ai été exécuté. Moi, je reçois sur l'autre écran, je vois les ordres exécutés. Et là, comme je disais tout à l'heure, on voit que pour le
je vais faire un tri par ordre. Voilà, le QQQ. Donc là, effectivement, au niveau de mon average price, donc il a augmenté. Hein, je passe à 387%. Forcément, ma sizing de position par rapport à mon portfolio, il a augmenté de 15%. D'ailleurs, si je fais un tri, je devrais avoir les trois là. Donc VOO average, donc moyenne d'entrée, donc je suis à 435 euros dollars. Ce qui est, bon, c'est toujours en dessous du prix d'aujourd'hui, puisque le prix d'aujourd'hui, il est à 473 pratiquement. 475, ok. QQQ Nasdaq, donc prix moyen 387 euros dollars, et le prix du marché aujourd'hui, c'est 439. Donc en moyenne, je suis toujours en dessous du prix du marché, donc c'est bien. Après, j'étais rentré quand c'était moins élevé, bien entendu. Hein. Là, je rentre vraiment long terme. Hein. Je ne suis pas là pour revendre dans une semaine ou deux. On verra à la fin de l'année déjà si je vais réatteindre, en fait, on va dire, la performance de portefeuille que j'avais. Et là, effectivement, au niveau de VGT, la position au niveau de l'average price, donc le prix moyen, effectivement, là, il a augmenté. Et ce qu'on peut voir également, c'est comme là, je suis rentré à des niveaux qui étaient plus élevés par rapport au niveau où j'étais rentré avant, forcément, ça a impacté ma performance. Donc là, avant, j'étais à 29%. Là, j'ai perdu 10 points de performance. 10 points de performance, mais l'idée, c'est, on verra sur le long terme si l'analyse du Wall Street Journal disait vrai. Donc normalement, est-ce que je vais reprendre 10% au niveau de l'année par rapport aux deux facteurs donc le premier trimestre qui était performant, donc toute l'année sera performante, donc ça on verra. Et le deuxième point, c'est par rapport aux élections présidentielles. Historiquement, les années aux États-Unis étaient toujours performantes en termes de marché, donc on verra si cette information est confirmée. Voilà, donc n'hésite pas à prendre exemple, c'est-à-dire, bien entendu, cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, mais n'hésite pas à faire tes recherches, à prendre exemple dans l'analyse, dans la recherche, et puis par rapport à l'investissement, je te laisse faire tes propres recherches, et bien entendu, c'est à toi de faire tes recherches et d'être critique par rapport à ce que déjà moi je dis et par rapport à ce que tout le monde dit sur internet, parce que chaque profil est différent. Moi j'accepte de prendre des risques. Cette vidéo est uniquement à titre éducatif, et d'ailleurs ce portefeuille je l'ai ouvert exceptionnellement et exclusivement pour faire des ETF et justement pour expliquer aux gens comment investir. Et l'idée c'est d'être tout à fait transparent et d'expliquer comment ça marche et d'être transparent dans les deux cas, c'est-à-dire si ça marche et même si ça ne marche pas. Donc si demain je fais moins 50%, je referai une vidéo pour le dire. Si je fais plus 50%, je referai une vidéo pour le dire. Voilà, donc si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. Et bien entendu, si tu as besoin de savoir, à peu importe le moment où tu regarderas cette vidéo, combien de performances j'ai sur le portefeuille, n'hésite pas à mettre un commentaire et je répondrai à toutes les personnes qui le demanderont. Donc là, aujourd'hui, à la fin de cette vidéo, on est à plus 18% sur le portefeuille ETF. Si tu veux savoir, si tu checkes cette vidéo et tu as besoin de savoir, tu mets un commentaire et je répondrai. Merci beaucoup et bonne journée.